d'échange avec nos invités pour mettre à l'ordre du jour la question des résistances, la question nécessairement de la construction d'une autre voie, faire entendre d'autres opinions que celles qu'on entend de manière mainstream dans les médias qu'on connaît trop bien, particulièrement en France. Et c'est pour ça, et c'est pas pour rien qu'on a invité des résistants et des résistantes de la première heure. Et dedans, évidemment, on met des figures intellectuelles qui déconstruisent l'histoire hégémonique en Israël. La présence d'Ilan Pappé, eh bien, c'est l'incarnation de cette figure et il mérite. Et il mérite en effet d'être chaleureusement activiste parce que, comme il le dit lui-même, il n'a pas la cote obligatoirement en Israël, mais il a besoin de beaucoup de force et il la reçoit à l'étranger en dehors d'Israël. Et il explique d'ailleurs que son livre, L'épuration ethnique, qu'il a écrit en anglais, précisément pour cela, comme s'il devait y avoir au futur des réactions de résistance de l'extérieur. Nous avons le plaisir, l'honneur, c'est les trucs qu'on dit, etc. Mais en fait, c'est sincère, ça fait chaud au cœur, parce que c'est des combattants de la première heure, chacun de la buisson. Je vous présente donc Fiona Benchekroun qui est activiste, féministe, anticolonialiste, multirécidiviste, je vais tout faire parce que ça fait partie de la classe politique. Et qui est coordonnatrice de tous les comités nationaux BDS qui peuvent exister ici en Europe. On a avec nous le plaisir d'avoir Benjamin Fiorini en président de la structure Jeudi qui m'a quelques mots tout à l'heure. Il est par ailleurs lui-même pénaliste. Il a beaucoup bossé le droit pénal international et bien plutôt ici à Perpignan dans cette période. Il m'a quelques mots pour se présenter aussi. Et puis nous avons avec nous le plaisir d'accueillir aussi Jonathan Ruffin qui est membre de CEDEC, le structure qui existe il y a très peu de temps finalement à l'échelle de notre histoire, mais dont tout le monde a entendu parler de l'oralisme est extrêmement important. Et je vous propose, si vous voulez bien, que dans un premier temps, les trois personnes sur ma gauche prennent 3 minutes pour se présenter au nom de leur structure. On reviendra vers eux ensuite, qui développent évidemment leurs idées, leurs stratégies, leurs tactiques de résistance. Et on commencera après ce premier présentation par notre frère, notre ami, notre camarade, Ilan Pappé, qui développera évidemment l'ensemble de ce qu'il écrit, de ce qu'il vit depuis quelques années maintenant, sur cette pratique pour nous. Je donne la parole tout de suite sans plus tarder à Fiona, si je viens prendre 3 minutes pour te présenter et présenter surtout le BLC. Ok, est-ce que tout le monde peut m'entendre? Ouais. Non? Ça va mieux avec celui-là? Oui. Oui ou non? Oui. Alors je vais m'y mettre et je vais parler un peu plus fort, c'est parce que j'ai la petite qui est magnifique. Donc mon nom est Fiona Benchekroun, je suis la coordinatrice européenne du Comité national palestinien au BDS. Et donc je vais essayer de prendre 2-3 minutes. Je vais essayer de prendre 2-3 minutes pour présenter ce qu'est le mouvement BDS. Et franchement, pour être honnête, ça va être un peu dur, mais je vais faire mon mieux. Alors le mouvement BDS, il est né d'un appel palestinien qui a été lancé en 2005 par une large majorité de la société civile palestinienne. Donc on compte les partis politiques, les syndicats, les comités de résistance populaire, les comités de santé, d'agriculteurs, de femmes, qui représentent les 3 composantes principales de la société palestinienne. Les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent sous occupation, en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est et à Gaza. Les Palestiniens qui vivent dans ce qu'on appelle les territoires de 48, aujourd'hui Israël. Et enfin, les Palestiniens, dans sa grande majorité de la population palestinienne, les Palestiniens et Palestiniennes qui vivent en exil, notamment ici en France. Et donc, en fait, cet appel au BDS, boycott des investissements, sanctions, il se regroupe autour de 2 points principaux qui font le consensus au sein de la société civile palestinienne. C'est vraiment un point d'unité, de base, qui regroupe tous les Palestiniens et Palestiniennes. Et je pense que ceux et celles qui sont Palestiniens, Palestiniennes, ou qui en connaissent, on est bien d'accord que quand on en met 2 ou 3 dans une même pièce, on a 45 positions politiques différentes. Et bien, ce point d'unité du BDS, il est regroupé et il représente ce que la société palestinienne considère comme important. Et donc principalement, c'est la réalisation des 3 composantes minimales pour la réalisation du droit
droit d'autodétermination du peuple palestinien, c'est-à-dire 1. la fin de l'occupation militaire et le démantèlement du mur, 2. le démantèlement du système d'apartheid, et 3. le droit au retour. Et ça c'est le droit le plus important pour les Palestiniens, le droit au retour pour les réfugiés et réfugiées palestiniennes qui ont fui en 48 et tout au long des décennies qui ont suivi et qui ont le droit, selon ce qui est stipulé par les Nations Unies, de retourner à leur propriété et leurs terres. Et le deuxième point important, qui est un consensus, c'est la fin de la complicité. On sait que c'est un composant important du mouvement BDS, la fin de la complicité. Et c'est une obligation qui n'est pas seulement éthique, elle est aussi légale pour les Palestiniens. Et donc, ce qui est très clair, c'est que les Palestiniens ne demandent pas la charité. Les Palestiniens n'ont pas besoin de la charité des Occidentaux et de peu importe qui à travers le monde. Les Palestiniens demandent le minimum qui est ce qu'on dit en anglais le do not harm. Ne blessez pas notre lutte de libération nationale. Et donc ne blessez pas notre lutte de libération nationale, ça veut dire concrètement cessez votre complicité. Votre complicité, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit militaire, économique, politique, culturelle, académique. Et donc ça c'est le corps vraiment du mouvement BDS. Et donc le mouvement BDS se traduit par des stratégies et se base sur ce qu'on appelle et qu'on aime appeler le radicalisme stratégique, qui vise 3 aspects: le boycott académique, culturel, sportif, économique de toutes les entreprises qui sont complices avec les violations des droits humains, le désinvestissement, des investissements de la part d'entreprises, de la part de fonds de pension, de la part de syndicats, de la part de conseils municipaux, de mairies comme on dit en France, d'entreprises ou de l'État d'Israël. Et donc le désinvestissement il est devenu très connu, notamment au niveau mainstream récemment grâce au incroyable mouvement estudiantin qui est notamment né aux États-Unis à Columbia et qui demandait vraiment de ces universités de se désinvestir d'entreprises qui sont impliquées, que ce soit dans le génocide, dans 76 années de colonialisme. Et enfin, le S, des sanctions militaires, des sanctions diplomatiques, des sanctions économiques. Et donc ça, c'est vraiment les stratégies autour duquel le mouvement BDS s'organise. Et j'aurai l'occasion, dans un second temps, de revenir sur les impacts de ce mouvement cette dernière année, alors que le peuple palestinien connaît un génocide en cours contre 2,3 millions de Palestiniens et Palestiniennes à Gaza, et 76 années de colonialisme, de peuplement, d'apartheid et d'occupation militaire. Merci beaucoup. On va continuer cette fois-là tout à l'heure. Benjamin, si tu nous dis 2-3 mots de Sénèque en quelques minutes, ce serait super. Jonathan, mais c'est pas grave. Pas de problème. Alors, donc pour faire simple, comme tu l'as dit Omar, bon déjà je vais me présenter, je m'appelle Jonathan, je suis le cofondateur de Tzedek. À la base je suis un militant antiraciste et anticolonialiste depuis maintenant très longtemps, parce que j'ai commencé à militer sur ces sujets-là, sur les sujets de violence policière et d'impérialisme au lycée. Donc Tzedek en gros on est un collectif juif anticolonialiste et antiraciste qui est né il y a un petit peu plus d'1 an. Ça fait réellement pile 1 an qu'on est actif. On a commencé à faire des réunions où on a dépassé les 10 personnes, si j'ose dire. Aujourd'hui on est plus de 200. On a été complètement dépassé par le nombre de sollicitations, d'ordre médiatique, mais aussi du nombre de personnes pour nous rejoindre après le 7 octobre. Et on a plusieurs axes sur lesquels on a envie de développer des projets et de militer. Tzedek, l'idée avant tout, ça veut dire justice en hébreu, c'est de porter une autre voix juive antiraciste et d'analyse du racisme par son aspect structurel. Alors on va parler de l'antisémitisme, on va parler de la question palestinienne et du sionisme, puisque ce sont des choses qui nous concernent directement en tant que juifs. Mais c'est pas pour autant qu'on va faire abstraction des autres racismes et qu'on va pas non plus militer contre l'islamophobie, contre la négrophobie, contre l'antiziganisme, ou apporter notre solidarité par exemple aux populations d'outre-mer, notamment les Kanaks qui subissent une oppression terrible en ce moment. Si la question palestinienne est centrale et est une boussole dans nos idéalités, c'est aussi parce qu'en fait on essaye de se réapproprier une mémoire juive, révolutionnaire, résistante et un projet d'émancipation qui a développé des projets d'émancipation et qui malheureusement aujourd'hui a été un peu passé sous silence. Alors
peux par exemple citer quelques-unes de nos références. Une des plus connues, c'est le Bund, qui était un mouvement communiste juif et antisioniste au début du XXe siècle. Mais il y en a d'autres, il y a des auteurs comme Abraham Sarfati, comme Ilan Halevi, il y a des organisations comme la Fédération ouvrière de Thessalonique, qui était majoritairement composée de juifs et juifs. Ça peut être aussi des juifs anarchistes qui ont été très actifs dans le mouvement social en Angleterre et qui ont contribué à terrasser le fascisme littéralement dans la rue. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce sont des parties de notre histoire qu'on ne connaît pas, en tout cas pas assez. D'ailleurs, il y a des ouvrages que vous pouvez retrouver au sein de l'UJFP et de TEDx qui sont essentiels. Et du coup, c'est de faire de la mémoire un sens historique. C'est-à-dire qu'un devoir de mémoire est juste une approche morale. Personnellement, ça ne nous intéresse pas trop, mais j'y reviendrai plus précisément. Après, on s'active aussi sur d'autres projets, notamment la culture. On a un ciné-club qui a à peu près 1 an, mais où il y a déjà eu de nombreuses séances qui généralement font ça compte. On a organisé des concerts notamment avec nos amis de l'action antifasciste et d'autres éléments. Et en fait, on va essayer aussi, à moyen terme, de développer cet aspect-là, parce qu'on a beaucoup d'artistes chez nous, on a des écrivains, des auteurs, des autrices, etc. Et je crois qu'ils ont un micro plus puissant derrière. Et donc CEDEC en fait c'est être le porteur d'une judéité émancipatrice sur tous les aspects et sur tous les biais, en travaillant aussi avec d'autres organisations antiracistes comme nous le faisons aujourd'hui avec PDS et avec tout un tas d'autres organes. Voilà. Merci Jonathan, on viendra. Alors, la parole à Benjamin, tu dis quelques mots, pareil, 3 minutes, pour pas frustrer, on va bien tout de suite après. Merci beaucoup. Donc, alors moi je suis Benjamin Chirouini, c'est bon, plus fort. Alors, c'est bon, ça va bien comme ça. Donc, Benjamin Chirouini, comme ça. Ok. Donc Benjamin Chirouini. Donc je suis maître de conférence en droit pénal à l'Université Paris 8 et je suis membre fondateur et secrétaire national d'une association qui vient de se créer, qui s'appelle Jourdi, pour juristes sur le respect du droit international dans le cadre précis du contexte israélo-palestinien. Alors pourquoi on a créé cette association? On l'a créée pour diverses raisons qui ont déjà été partiellement abordées. La première, c'est que le droit international, comme vous en doutez, n'est absolument pas respecté par le gouvernement israélien, ni par certains États pour la France, qui ne respectent absolument pas les conventions internationales auxquelles elles sont liées, et qui devraient les inciter à rompre certains liens avec Israël et à prendre quelques actions pour empêcher le génocide et donc contre l'homicide. On l'a fait aussi parce que la présentation du droit international telle qu'elle est faite dans les médias dominants n'est absolument pas le reflet de ce qu'il est réellement. Dans les chaînes d'actualité mainstream ou sur les radios mainstream, on nous donne une version du droit qui n'est pas le droit tel que nous les connaissons, les juristes spécialistes du droit international. La notion de génocide n'est pas présentée, la notion d'apartheid n'est jamais discutée, la notion de légitime défense, on a surtout entendu je dis que les actions d'Israël est présentée de manière abominable. Bref, c'est une indécence basse. Et l'un des objectifs de notre association, c'est essayer de donner des clés de connaissances du droit international pour justement qu'il soit davantage respecté. La deuxième idée de notre association, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, justement pour qu'ils respectent davantage le droit international, à commencer par l'État français ou certaines entreprises françaises. Et la troisième motivation de notre association, c'est justement soit nous-mêmes d'interroger les actions juridiques au niveau national ou international pour faire respecter justement ces différents engagements, et c'est d'épauler d'autres actions qui seront menées auxquelles nous-mêmes ne pourrons pas engager, mais pour justement donner des arguments juridiques pour appuyer ces différentes actions. Et ce que je remarquerai pour terminer, c'est que cette crise elle a permis justement ce rassemblement de plusieurs universitaires, de plusieurs magistrats, de plusieurs avocats dans cette lutte, et c'est très rare dans le milieu juridique d'avoir des événements. C'est pour moi quelque chose qui est vraiment de spécial. Alors, on va pousser un peu sur la voie puisque c'est compliqué à écouter, mais ça va, on va s'entendre. Oui, on va y arriver, Alors, on va passer, je le disais, on disait collectivement la parole à Ilan Papé. Moi je suis très heureux, j'ai pas dit.
je suis Omar, je suis militant de BDS aussi, je suis Argenteuil, etc. On a un certain nombre de militants de BDS ici. Juste pour vous dire que quelques mots de présentation d'Ilan Pappé, il fait partie de cette vague qu'on appelle les nouveaux historiens. Alors nouveaux historiens parce que entre autres ils ont pu déchiffrer, défricher un certain nombre de dates, notamment celle de 1948 qui pour partie ont pu être mises à jour. Et donc ils ont travaillé pour, d'un certain point de vue, faire un travail d'historien, un travail objectif. Tout travail est situé, on le sait bien, mais il se trouve que ce sont des historiens et des historiennes. Et c'est un travail objectif, j'ai envie de dire scientifique, extrêmement rigoureux. Et c'est ce travail-là qui a amené Ilan Pappé à déconstruire le narratif israélien, le narratif sioniste, le narratif colonialiste, le narratif raciste. Et il se trouve, Ilan Pappé le sait bien, nous vivons en France, dans le pays du soutien inconditionnel, paraît-il, à l'État d'Israël, selon ceux qui nous gouvernent. Et évidemment, on a un certain nombre, on ne va pas partager cela, mais on a besoin. Ça fait partie de la résistance, à côté évidemment de la première forme de résistance qu'on doit souligner, répéter, c'est celle des Palestiniens, eux-mêmes, depuis plus de 75 ans, ça c'est pas négociable, c'est pas discutable, mais on a besoin aussi de rappeler d'autres narratifs, pas d'autres, deux narratifs nécessairement anticolonialistes, antiraciste, anti-sioniste, et c'est ce que fait Ilan Pappé depuis la nuit des temps, et franchement ce n'est pas ça. Alors, il va faire ce que beaucoup ne font pas, particulièrement parmi ceux et celles qui nous dirigent, il va rappeler ce qu'on appelle le contexte historique, c'est-à-dire que le 7 octobre n'est pas apparu de rien, même le secrétaire général de l'ONU a osé dire, vous vous rendez compte, que cela n'apparaît pas dans le vide, et il s'est fait taper dessus évidemment par le gouvernement israélien, mais pas que, avec des menaces de destitution qu'on connaît trop bien. Eh bien nous on affirme que l'histoire, elle se négocie pas non plus, on a besoin de rappeler des réalités extrêmement importantes, notamment de ce qui a été la bande de Gaza historiquement, c'est-à-dire une bande créée par l'État d'Israël pour mettre en 1948 à la fin du processus les Palestiniens et les Palestiniennes qui ont été chassés de leurs terres. Tout ça, Ilan Pappé le précise, le relève très bien dans l'un de ses ouvrages, qui est l'épuration ethnique. Donc, Ilan Pappé, si tu veux bien, merci à Richard pour la traduction, parce que il va répondre en anglais, mais Richard va traduire en français. Vous connaissez tous Richard de l'UJFP, il est aussi de toutes les batailles, et pas seulement dans le cadre des traductions. Donc Ilan Pappé peut tout nous rappeler quelques fondamentaux concernant justement l'histoire de ce colonialisme jusqu'à ce génocide aujourd'hui.